Le grand témoin que je vois, que j'ai vu et qui est derrière, je demande à François Asselin de venir nous rejoindre, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. On a parlé des entreprises, on a parlé des boîtes, on a parlé d'argent autour de la santé. Alors, ce sont des boîtes, c'est sûr, des PME, pas n'importe quelle PME, parce qu'elles sont dans un secteur régulé. Donc, il y a la crise, il y a l'inflation. De l'autre côté, il y a la crise, le trou de la sécu, c'est-à-dire qu'il y a de la maîtrise des coûts aussi. Comment on fait pour survivre dans cet univers? Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour au risque tout, puisqu'un entrepreneur c'est souvent un risque tout. En kikiné, je vais rester poli par des risques rien. Le risque rien, c'est parfois la norme, voilà, absurde, parfois la loi, touffue, parfois le fonctionnaire, un peu trop zélé. Mais en attendant, nous, entrepreneurs, on n'a pas le choix, il faut avancer. Et je n'ai aucune prétention de bien connaître votre métier. Par contre, j'ai une conviction et j'ai une expérience qui fait que je connais quand même bien le monde de l'entreprise. Et vous êtes avant tout des entrepreneurs. Et une entreprise, eh bien, doit fonctionner sur ses deux jambes, c'est-à-dire qu'elle ne peut distribuer que ce qu'elle gagne. Et si on n'arrive pas à équilibrer les recettes et les dépenses, eh bien, malheureusement, on connaît la suite. Voilà, nous ne sommes pas l'État français où pendant 50 ans, on peut présenter un budget déficitaire. Nous sommes beaucoup plus raisonnables. Nous sommes raccrochés au principe de réalité. Et finalement, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, vous êtes dans une situation un petit peu complexe, je dirais même un peu cocasse, dans la mesure où vous animez, vous êtes des animateurs du secteur marchand, mais vos prix sont encadrés par le secteur public, si je puis dire, avec peu de marge de manœuvre. Et j'ai bien entendu, je suis arrivé en cours de débat, mais j'ai bien senti le fond des problèmes qui vous animent, parce que tout simplement, vous parlez de votre vie et de votre avenir plus ou moins proche, parfois même immédiat. Alors évidemment, quand on a le pouvoir du prix, l'inflation, ce n'est pas un sujet. On bascule sur son prix de vente, eh bien, toutes les augmentations qu'on peut subir. Et quand bien même vous avez le pouvoir du prix et que vous ne subissez pas ou peu d'augmentation, vous augmentez quand même vos prix. Et quand on regarde, je ne voudrais pas faire de polémique, mais quand même, vous savez, à la CPME, nous avons une branche adhérente, par exemple, qui sont les sous-traitants automobiles. Tout le monde s'est réjoui des magnifiques résultats de Stellantis. Mais je peux vous dire que derrière, les sous-traitants, ils sont logés pas tout à fait à la même enseigne. Voilà, on sait d'où vient la marge aussi. Donc, quand vous avez ce pouvoir de répercuter le coût de l'inflation sur vos prix de vente, ce n'est pas un sujet. Lorsque vous avez le pouvoir d'en répercuter une partie, c'est déjà un petit peu moins compliqué. Mais quand vous n'avez quasiment aucun pouvoir, là, eh bien, l'équation est insoluble. Alors, bien évidemment, la première chose qu'on fait quand on est entrepreneur, on essaye de serrer les boulons. Quand on voit que les marges se resserrent. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas serrer les boulons très longtemps, c'est sur la main-d'œuvre, bien évidemment. Une entreprise, c'est un bien commun, avec un chef d'entreprise, devant être d'ailleurs justement récompensé pour le risque qu'il porte, parce que ce verbe risquer, on le conjugue à tous les temps, et malheureusement pour une majorité de Français, ce verbe est virtuel, alors que nous, il est bien réel, mais on l'assume. Et puis, c'est des salariés devant avoir la juste protection et la juste rémunération, en retour d'une juste loyauté d'ailleurs vis-à-vis de l'entreprise. Et quand on ne peut pas assurer la juste rémunération, avec une demande légitime de nos salariés, de vouloir être augmentés, ben c'est très compliqué quand on est chef d'entreprise. Alors bien, dans votre position, d'abord il ne faut pas rester seul, déjà. Donc vous avez raison d'adhérer à un syndicat, voilà, à l'UPSTADI. Vous avez entièrement raison, voilà, il faut se grouper. Et si dans ce combat, vous pouvez être plusieurs, eh bien, il ne faut pas hésiter à agréger autour de votre problématique d'autres syndicats qui peuvent avoir les mêmes problèmes que vous avez. Voilà. Et vous avez tout à fait raison d'adhérer à la CPME, parce que, bien évidemment, je ne vais pas dire l'inverse, parce que là, eh bien, on peut, à la CPME, vous aider à poser vos problématiques à un autre niveau. Au niveau de l'exécutif, au niveau de la Première ministre, au niveau bien évidemment de vos ministères de tutelle, mais ça je sais que vous le faites déjà. Mais je pense qu'il faut, entre guillemets, eh bien, jouer de toute l'influence que nous pouvons collectivement avoir pour faire en sorte eh bien, que tout simplement vous puissiez agir sur ceux qui vous fixent les prix, tout simplement pour pouvoir continuer à survivre. Avec effectivement ce débat qu'on a bien senti, où on est dans un pays où le secteur marchand
d'une façon, on va dire, un petit peu étonnante, eh bien, ce procès en illégitimité, hein, surtout quand on est dans le domaine de la santé. Et c'est épouvantable, parce que quand on voit l'argent investi dans l'action publique, avec le peu d'efficacité en retour, on se dit qu'il y a quand même un problème, pas du côté du secteur marchand. C'est pour ça qu'en tant que président de la CPME, moi souvent ce que je dis à l'exécutif, je dis mais stop, c'est bon, laissez-nous tranquilles, ne touchez plus s'il vous plaît à la fiscalité, ne touchez plus à la réglementation, ne touchez plus aux normes, stop, mais occupez-vous de l'action publique. Parce que si l'action publique, en ce qui vous concerne, ne tourne pas rond, votre avenir va être très compliqué. Bien évidemment, parce que vous avez besoin d'une action publique efficace. Et l'argent qui est investi, écoutez, il sort d'où? Des entreprises. Il ne faut jamais oublier d'où se crée la richesse. Elle se crée dans le secteur marchand, à partir du secteur marchand, à partir d'hommes et de femmes comme vous, qui à un moment de leur vie ont posé un acte extrêmement courageux en se mettant à leur compte, en reprenant une activité. C'est là d'où vient la richesse. Donc si on ne sait pas préserver le secteur marchand, on n'arrivera jamais à alimenter l'action publique. Et nous sommes en droit de demander que l'action publique devienne efficace. Et on sent bien que dans tous les domaines, ça craque. On a évoqué l'éducation nationale, on a évoqué les grandes missions régaliennes de l'État, la justice, la santé. Je pense qu'il y a un problème de fond qui est un problème de management. Vous avez des fonctionnaires, des agents de l'État qui sont extrêmement courageux, nous en connaissons tous. Ils sont d'autant plus courageux qu'il y a peu de sens à leur action, quelque part. C'est-à-dire que les courageux sont peu récompensés, et les pas courageux, parfois, sont même récompensés pour qu'on les mette dans un placard doré. Il faut vraiment retrouver du sens dans l'action publique. Nous militons à la CPME, hors des missions régaliennes de l'État, de revoir le statut de fonctionnaire. Qu'est-ce qui justifie, dans certaines activités qui dépendent de l'action publique, je pense entre autres au territoire, qu'on puisse bénéficier d'une garantie de l'emploi à vie? Qu'est-ce qu'il justifie? Voilà. Résultat, quand vous êtes à la tête d'une collectivité ou quand vous êtes directeur d'un service, vous n'avez pratiquement aucun moyen coercitif pour tout simplement mettre les gens au travail. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? On essaye de contourner l'obstacle. Donc on crée des filiales pseudo-privées étatiques pour retrouver l'efficacité. Mais tout ça, c'est pas gratuit. Ça coûte des sous. Donc il faut revoir, nous le pensons à la CPME, en profondeur, l'action publique. Alors évidemment, ce que je vous dis, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, hein, mais c'est quelque part ce que nous attendons déjà depuis longtemps de l'action publique. Alors concernant votre activité, vous êtes sur des tarifs encadrés, vous êtes dans l'économie marchande, hein. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le statut qui fait la vertu. Ce n'est pas parce qu'on est en système associatif, et Dieu sait que nous en avons aussi à la CPME, et on partage aussi cette position avec ces branches qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, mais ce n'est pas le statut qui fait la vertu. Il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire où le dialogue social est inexistant, parfois même minable. Et puis l'inverse existe aussi dans le secteur marchand classique. Donc il ne s'agit absolument pas de faire la différence entre les différents statuts. Il s'agit avant tout de répondre aux services que vous devez donner, en tout cas que vous devez vendre à ceux que vous servez. Et votre légitimité, c'est de pouvoir en vivre correctement, de pouvoir rémunérer correctement ceux qui animent vos entreprises, vos salariés, et bien évidemment de répondre à un service de qualité. Ce que je peux vous proposer, c'est que ce que vous avez comme problème, d'autres secteurs d'activité, je pense entre autres à la propreté, il y a des services à la santé, où ils ont comme, on va dire, donneurs d'ordre des collectivités. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ce qu'on a fait à un moment où il fallait renégocier les grilles qui, pour certaines, étaient en dessous des minima sociaux, avec l'État, on a fait une réunion de filière pour faire en sorte de revoir toute la grille tarifaire pour tout simplement répondre à l'augmentation quasiment obligatoire qui était nécessaire pour continuer à garder ses salariés, sinon changer de secteur d'activité. Donc c'est peut-être ce que nous pourrions engager, de faire une réunion de filière, de l'amont à l'aval, pour reconsidérer les grilles tarifaires avec des éléments objectifs, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est connaître l'évolution économique, le business model de votre branche pour bien montrer que l'évolution des marges
vont tendre vers la catastrophe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez même plus rendre le service que vous êtes en droit de rendre et aux personnes pour qui c'est indispensable, hein, et pour faire en sorte de collectivement arriver à faire bouger les lignes et faire en sorte qu'on puisse revoir vos grilles tarifaires. Ça, moi, je suis prêt à vous accompagner dans ce combat. J'ai rendez-vous avec Bruno Le Maire au mois de juin, je crois que c'est mi-juin, je crois que c'est le 10 ou le 11 juin. Hein. Donc ça, c'est un sujet que je peux porter, il ne faut pas hésiter à m'alimenter. Hein. Et puis hier soir, j'avais rendez-vous avec Elisabeth Borne, mais c'était pour un autre sujet, c'était sur le sujet social. Hein. Donc c'est quelque chose que je peux, entre guillemets, porter à votre nom et pourquoi pas être accompagné par toi, hein, ça ne pose aucun problème. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Pour en terminer avec mon propos, je voudrais revenir sur des petites questions d'actualité. On a eu une réforme des retraites qui a généré beaucoup de tensions dans le pays. Un tout petit peu. Alors, la position de la CPME a toujours été très claire. Nous avons toujours considéré que sur le fond de la réforme, il y avait des éléments intéressants. D'autant plus intéressants que dès 2019, nous avions travaillé sur un corpus, hein, comment nous voyions l'évolution du régime par répartition, hein, et que nous y retrouvons dans cette réforme des retraites des éléments factuels que nous avions travaillés. À quoi sommes-nous attachés, nous, dans nos entreprises ? D'abord, nous sommes attachés aux carrières longues. Quelqu'un qui commence un apprentissage de bonne heure, nous trouvons tout à fait normal qu'il puisse partir plus tôt. Voilà. Et les carrières longues, peu de Français le savent. Dans l'ancien système, certains doivent travailler jusqu'à 44 ans, voire 45 ans, j'ai le cas dans mon entreprise, avant de pouvoir liquider leur retraite. Voilà. Personne ne s'en est rendu compte, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, 43 ans, vous pourrez liquider votre retraite. 43 ans d'activité. L'autre élément auquel nous sommes particulièrement sensibles, c'est ce qu'on a qualifié d'usure professionnelle. Entre nous, aujourd'hui, un salarié qui physiquement est au bout du rouleau, qu'est-ce qui existe comme solution ? 1 an, 2 ans, parfois 3 ans d'arrêt de travail, inaptitude, donc une négociation pas très sympa entre le médecin du travail, l'employeur et le salarié. Pour l'employeur, ça peut coûter 1 bras, voire 2 bras. Pour le salarié, s'il n'est pas encore en retraite, il part avec une misère avant d'attendre sa retraite. Vous ne croyez pas qu'on peut mieux faire ? Eh bien, dans la réforme de projet de retraite, dans la réforme des retraites, il y a tout un dispositif qui nous semble intelligent. D'abord, il y avait 2 écueils à éviter. Premier écueil, retomber dans la fiche pénibilité individuelle. La catastrophe, on ne sait pas faire. Deuxième écueil, éviter de rouvrir des régimes spéciaux qu'on n'aurait pas pu financer. Voilà. Si demain, on fait partir en retraite tous les métiers qui physiquement sont exposés, qui paye ? Voilà. On se retrouve devant une aporie. Là, on est parti du principe suivant. On va d'abord identifier les métiers, et là, ça va être à la main des branches professionnelles qui sont sujets à usure professionnelle. Donc, c'est du collectif. Mais ensuite, une fois qu'on a identifié ces métiers, on va avoir les moyens de faire de la prévention, d'une façon objective et importante. Il vient de se passer une négociation sur la gouvernance des caisses accidents du travail et maladies professionnelles. Et j'avais obtenu dans le bureau d'Elisabeth Borne il y a 2 mois, il y a 3 mois même, que l'issue de ces négociations, c'est de pouvoir avoir la gouvernance des caisses AT-MP au niveau paritaire. Pourquoi ? Parce que, tenez-vous bien, il y a des endroits, il y a des caisses dans notre pays où il y a de l'argent. Et c'est le cas de la TMP. Il y a tous les ans, on génère, par nos cotisations, à peu près 1 milliard d'euros. Mais ce milliard d'euros, tous les ans, il est pompé pour remplir les caisses qui, elles, sont déficitaires. Malheureusement, il y en a plus de déficitaires que de positives. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir, grâce à l'accord que nous venons de signer, qui est en cours de signature avec les partenaires sociaux, tenir la gouvernance en autonomie des caisses AT-MP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce milliard d'euros, on va pouvoir le flécher, et ça va être à la main des branches professionnelles, donc c'est très important, on va pouvoir le flécher vers des moyens de prévention. Et l'idée, c'est la suivante. Je rêve que lorsqu'on est à la tête d'une petite entreprise, si on nous demande de faire de l'aménagement de poste et que ça coûte très cher et qu'on n'a pas les moyens de le faire, eh bien que demain l'entrepreneur puisse être aidé. Je rêve qu'un salarié qui commence à avoir des difficultés physiques, qui est encore à mi-parcours de son chemin professionnel, on puisse avoir les moyens de le reconvertir avec une formation qualifiante, importante s'il le faut. Souvenez-vous, nous avions le FONGECIF pendant un moment pour certains qui ont pu l'expérimenter. Ça fonctionnait bien. Eh bien, je rêve de pouvoir retrouver le même dispositif où, à 45 ans par exemple,
eh bien, s'il faut former pendant 1 an, voire 1 an et demi s'il faut, un de nos salariés pour le réorienter dans l'entreprise ou dans une autre activité, dans une autre entreprise, eh bien qu'on ait les moyens de le faire. C'est quand même bien mieux de s'occuper de l'usure professionnelle avant qu'on soit vraiment usé, quoi. Et de faire de la prévention réelle et de la réorientation réelle. Et bien, dans cette réforme des retraites, nous allons pouvoir disposer des moyens. Et c'est à la main des partenaires sociaux. Alors, quand vous en avez entendu certains qui disaient que cette réforme était brutale, était contre les métiers physiques, contre les métiers pénibles, était contre les métiers de première ou deuxième ligne, mais c'est complètement faux. Quand vous regardez sur le fond, je suis sûr que l'histoire nous donnera raison si, avec les partenaires sociaux, on s'y met intelligemment au boulot. Et c'est ce que je demandais à Laurent Berger de la semaine prochaine, j'en ai déjà parlé. Parce qu'il y a des avancées importantes pour les salariés, vous m'entendez bien, pour les salariés, et qui peuvent intéresser les employeurs, qui sont bien évidemment concernés par ces métiers physiques. Et dans le service à la personne, il y a aussi des métiers qui sont physiques. Donc voilà des raisons objectives que nous avions d'appuyer cette réforme des retraites. Voilà. L'autre élément, alors là, je vais faire un petit peu de syndicalisme fiction, que nous aimerions bien, sur lequel nous aimerions bien avancer à la CPME. Nous avons des caisses complémentaires de retraite, la GIRC et l'ARCO, vous connaissez bien. Ces caisses sont excédentaires. Tant mieux. Et pourquoi sont-elles excédentaires ? Parce que nous sommes soumis à une règle, à une loi, c'est une sorte de règle d'or, où nous n'avons pas le droit d'emprunter. Il faut que nous fassions 6 mois de réserve. C'est cadré par la loi. C'est très bien, ça. Et puis, nous n'avons pas la garantie de l'État. Pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que, si entre partenaires sociaux, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, soit on baisse les pensions de retraite complémentaires, soit on augmente les cotisations, mais nous avons les cotisations les plus élevées d'Europe, soit on met en place une mesure d'âge. Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec les partenaires sociaux sur la GIRC-ARCO. Vous voyez un petit peu l'hypocrisie du débat autour de la mesure d'âge ? C'est ce que nous avons fait avec un bonus-malus autour de l'âge qu'on pouvait liquider à 62 ans, 63 ans, 64 ans. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, vous voyez que le départ en retraite des Français augmente naturellement. Donc nous trouvons que ce mode de fonctionnement est plutôt intelligent, parce que ça met en responsabilité ceux qui sont en charge de négocier. Comme quoi, quand c'est le régime général, on peut se draper dans du dogmatisme. Tout le monde s'en fout, c'est l'argent de tout le monde. Sauf que c'est quand même le pognon de tous les Français. Nous, ce que nous voulons obtenir, et j'ai commencé à en parler avec les partenaires sociaux, la réforme des retraites va augmenter quelque peu les recettes de la GIRC-ARCO. Nous voulons sanctuariser, parce que là aussi, il y a une envie naturelle de l'État de mettre sa main velue sur ces excédents à venir. Nous voulons faire en sorte d'orienter ces excédents avec l'ouverture, je vais dire un gros mot, d'une partie de capitalisation pour la retraite des salariés du secteur marchand. Ce n'est pas des cotisations supplémentaires, c'est utiliser l'excédent de cotisation pour commencer à mettre de la capitalisation, gérée de façon collective entre partenaires sociaux, avec bien sûr les mêmes règles d'or que la GIRC-ARCO, tout simplement parce que ça nous permettra, sur le long terme, de répondre au déficit démographique de toute façon qui nous attend, pour rééquilibrer les retraites. Deuxièmement, c'est le début d'un fonds de pension bleu-blanc-rouge à la française que nous pourrions orienter vers l'économie des PME de notre territoire. Voilà. Et puis troisièmement, ça permettrait peut-être de rattacher les Français aussi principe de réalité par rapport au fait que si on veut alimenter une retraite, il faut avant tout travailler. C'est quand même incroyable qu'il faille reparler du travail. Mais je crois que nous, ce qui nous habite, et quand on est chef d'entreprise, on aime plutôt travailler, nous sommes plutôt des bosseurs. Et on aime plutôt les gens qui aiment travailler. Eh bien, écoutez, ce qu'on peut souhaiter, c'est que de plus en plus de Français retrouvent le goût du travail. À nous de leur donner envie aussi, c'est vrai aussi. Mais franchement, retrouvent le goût du travail. On a quand même entendu, à travers cette réforme des retraites, des débats qui étaient incroyables. Quand vous entendiez des jeunes qui n'étaient pas majeurs, qui commençaient déjà à parler de leur retraite, je ne sais pas, mais même moi, à mon âge, je vais avoir bientôt 59 ans, je ne pense même pas à ma retraite. C'est quand même incroyable, comme quoi on peut faire de sa vie une aventure. La vie peut commencer avant 64 ans et elle continue après 64 ans. Je vous remercie. Merci.
Merci, on a quelques minutes d'échange. Il y a eu beaucoup de gros mots là, à la fin. J'entends des capitalisations, fonds de pension. Ah ouais. Mais alors vous savez, enfin bon. ces gros mots, les partenaires sociaux, parce que ça c'est peu connu, certains le savent peut-être, mais ça existe dans le secteur public. Vous avez les RAF. Les RAF, c'est géré par les partenaires sociaux. Alors évidemment, c'est le secteur public dont nous ne nous décidons pas en tant que patron. Et ils sont très heureux parce que l'année dernière, je crois qu'en 2022, ils ont fait plus de 5% de rendement. De vrais capitalistes, hein. FO, CGT, CFDT, je vous assure, je vous assure. Donc, si le gros mot les effraie pas dans le secteur public, je ne verrais pas pourquoi ils les effraierait dans le secteur marchand. On a dit cet après-midi qu'on mettait sous l'égide de la Réunion, qu'on ne divisait pas ni secteur public, ni secteur privé. Vous avez raison. Ni professionnels de santé, prestataires, fabricants, etc. Justement, moi, je veux les réunir vers le secteur marchand, quoi, vers les mêmes méthodes. Quoi. Bon, ce qu'on a retenu, c'est le principe de réalité, c'est un service indispensable. Et les PSAD, on l'a vu, des gens qui veulent bosser, il y en a. L'action groupée, président Daoulas, qu'est-ce que vous en pensez, justement, la main tendue de François Asselin? Ah oui. Ouais. Et bien sûr. On l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, effectivement, je pense que c'est à l'échelle politique à haut niveau qu'on pourra effectivement obtenir gain de cause. Je suis là pour ça, il faut m'utiliser. Mais ce sera avec plaisir. Voilà. Donc on a bien noté le 12 juin. Oui, et avec des arguments de visibilité aussi. On l'a vu, on n'avait pas trop rebondi sur la notoriété, mais ce déficit de notoriété qui existe. C'est-à-dire que votre rôle, il est indispensable, il n'est pas visible, il faut le rendre visible et donner des arguments pour faire pression. On va en parler. C'est ce que l'on va faire. Avec plaisir, en tout cas, merci pour cette Est-ce que dans votre secteur, vous voyez aussi arriver la financiarisation rampante un petit peu de votre secteur d'activité? Parce que dans le domaine de la santé, on voit les laboratoires, par exemple, c'est énormément concentré. La radiologie qui essaie de résister difficilement. Est-ce que vous êtes... parce que c'est un sujet dont on m'a demandé de me saisir, moi, la CPME. Les pharmaciens, entre autres, m'ont demandé de me saisir de ce sujet, etc. Mais... Nous, au niveau de la prestation, comme il y a plusieurs secteurs d'activité dans la prestation, il y en a certains qui sont déjà relativement concentrés, surtout dans l'activité respiratoire, probablement dans la perfusion, nutrition, diabète. En revanche, d'autres secteurs comme le maintien à domicile, là je parle sous couvert de Didier, c'est beaucoup moins le cas, puisque ce sont des petites, voire des très petites structures qui sont localisées sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à regrouper. Au moins, ça se fait probablement par des centrales d'achat qui ont quelque part un rôle fédérateur autour de ces sociétés. Mais ça reste de la concentration d'acteurs existants qui se regroupent et qui sont plus forts, et pas une financiarisation externe avec, par exemple, des fonds de pension qui rentreraient au capital. Non, ça reste une... Ce qu'on voit en radiologie, dans les laboratoires biologiques, voilà. Oui, c'est vrai que dans les laboratoires d'analyse, c'est un regroupement qui se fait... avec les biologistes qui sont maintenant salariés. Salariés, oui, tout à fait. Exactement. Les médecins biologistes, salariés, point barre, ils sont même plus actionnaires. Et ça arrive chez les radiologues, effectivement. Ouais. Après, plus vos marges baissent, moins ça va intéresser les fonds de pension. Oui, c'est clair. Ils vont là où il y a de la rentabilité. Oui. Ce qui est probable. Question pour François Asselin ou petite remarque? La Poste. Non, parce que pour revenir à la financiarisation, oui, il y a quand même quelques groupes, on parle de LBO maintenant, enfin, on commence à être dans ce secteur-là, pas mal d'acteurs. Et la Poste est un exemple où aujourd'hui, ils rachètent énormément d'entreprises un peu partout, et avec une logique qui est, à mon avis, une logique marchande, complètement là-dessus, quoi, tout simplement, je peux me permettre. Mais dans votre secteur, la Poste? Oui, tout à fait. Oui. Ils font tout sauf les colis maintenant, tout a été sous-traité. Par contre, ils font le portage de médicaments, ils ont toute une filière numérique, santé, dossier médical. Ah oui. Et puis c'est là où on voit les beaux reportages à la télé, on voit la postière super sympa, voir les personnes âgées, etc. En fait, elles font votre boulot. Et comme ils ont aussi le monopole d'un certain nombre de choses, c'est parfois assez troublant. Oui, d'accord, oui. Et ils ont le maillage territorial pour le coup. Eh oui. Proximité. Eh oui. Remarques, questions, et sinon merci de merci exposer à vous, comment sortir de la tenaille entre l'inflation d'un côté et puis le prix qui est maîtrisé. Groupir et puis on y va au combat. Voilà. Merci. Merci. Allez, bon après-midi. Allez, on va